Quelles sont les filières pour devenir pilote? Et surtout, quelles sont les grandes catégories de pilotes d'avion? Ce que je vous propose en cette semaine de rentrée, c'est de revenir sur les différents cursus, que ce soit pour les professionnels, pour les militaires ou alors dans l'aviation civile, afin d'accéder aux manches en tant que commandant de bord d'un avion. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur l'historique des licences. Vous allez voir que ça a beaucoup progressé, qu'au début, c'est normal, c'était un petit peu le Far West. Dans l'ordre, on va donc attaquer l'aviation de ligne. Quand vous montez dans un avion de ligne, quel parcours a probablement suivi votre pilote? Ensuite, on va se poser la question, et si vous souhaitez aller piloter, est-ce que c'est possible en se focalisant sur les avions? Et après, derrière, on va ouvrir vers l'aviation militaire. Mais il est important de comprendre que pour le pilote militaire, il est d'abord militaire, il est d'abord officier avant d'être pilote. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre avant même de postuler. Jingle. Vous vous en doutez bien, en 1903, quand les frères Wright ont décollé pour la première fois, ils n'avaient pas de licence. Alors, ils n'ont pas été arrêtés à leur poser par la gendarmerie de l'air, ça n'existait pas à l'époque, et de toute façon, c'était aux États-Unis. Mais en France, c'est en 1909 que l'Aéroclub de France s'est mis à délivrer les premiers brevets. Pour pouvoir avoir ce brevet, je vous la fais très simple, il fallait pouvoir décoller, il fallait pouvoir faire du vol rectiligne horizontal, faire un 180 et revenir se poser. Mais en France, comme vous le savez, on est un petit peu des précurseurs. Et si on veut être précis, c'est le 20 octobre 1898 que 52 co-signataires ont créé la Société d'encouragement à la locomotion aérienne sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. En 1906, avec la Coupe Gordon-Bennett, c'est l'Aéroclub de France qui l'organise, vous avez la toute première compétition aéronautique internationale, mais également automobile et aérostatique. Pour avoir une petite idée de l'engouement, en 1909, l'Aéroclub compte 1300 membres. Et c'est Louis Blériot qui va avoir le brevet numéro 1. Henri Farman, il sera numéro 5. Alberto Santos Dumont, il aura le numéro 12. Et nos frères Wright, ils vont arriver en 14e et 15e. Pour la petite blague, il n'y a pas de brevet numéro 13, ils étaient assez superstitieux à l'époque. En 1909, donc la première année, vous avez 17 brevets qui ont été distribués. L'année d'après, 200. Ça vous donne une idée du décollage. Alors, je ne vais pas vous faire tout d'historique précis, c'est pas l'état final recherché de cette vidéo. Par contre, il faut savoir que assez rapidement, certaines entreprises qui sont développées, comme par exemple la Postale ou l'US Postal, se sont rendues compte qu'en mettant en place un cadre beaucoup plus rigide en termes de certificat médical et en termes de standards professionnels, la sécurité des vols s'en trouvait améliorée. Ensuite, du fait des guerres mondiales, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont eu leur formation militaire. Et si on regarde en 1944, on a la création de l'OACI pour standardiser tout ça d'un point de vue mondial. Ils sont basés à Montréal. Et dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on a eu beaucoup de pilotes de formation militaire qui se sont retrouvés sur le marché et qui se sont mis à exporter, si je puis dire, la caritude, mais également la méthodologie avec laquelle ils avaient appris, ce qui forcément a impacté la génération suivante de pilotes. Dans les années 50-60, on a un gros développement des aéroclubs, ce qui permet de rendre l'aviation beaucoup plus accessible. Sans oublier que dans les années 30, en France, on avait eu l'aviation populaire par Pierre Cotte, qui permettait aux jeunes de découvrir dès 9 ans l'aviation quand même. Les années 80, on arrive dans la période un petit peu de l'harmonisation. On a les JAR, les Joint Aviation Requirements, que moi j'ai connu dans le début de mon aviation. Et après derrière, on a eu l'EASA, l'Agence européenne pour la sécurité aéronautique, qui vient standardiser toutes les qualifications au niveau européen. Donc maintenant, en Europe, que vous soyez espagnol, allemand, français, vous voulez par exemple passer l'ATPL, le pilote de ligne, la plus haute qualification, c'est la même base de questions, c'est le même cursus, c'est la même chose. On a également vu dans la fin des années 90 le développement des filières cadets qui consiste à recruter un jeune et l'amener, un petit peu comme fait l'armée, directement au cockpit de vos machines dans un parcours géré de A à Z. À côté de ça, dans les années 80, on a vu l'essor, le développement initial de l'ULM avec une réglementation, qu'elle soit médicale ou tout court, plus souple, avec des particularités, pas de vol de nuit. Et désormais, le monde de l'aviation civile est assez bien cadré. Si vous souhaitez devenir pilote professionnel, vous avez en France toujours l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, qui va offrir quelques places ou votre cursus de formation jusqu'à un pilote professionnel de 150 heures de vol et le minimum pour pouvoir postuler en entreprise va vous être payé par l'État. Vous avez des filières cadets, on a parlé déjà des cadets Air France qui vous permettent d'être recrutés par Air France et d'être amenés directement dans le cockpit, pourquoi pas d'un Airbus A220 en
après plusieurs mois de formation. Et vous avez la filière qu'on appelait à mon époque la filière autodidacte, une filière plus modulaire où vous allez au fur et à mesure passer les différentes qualifications, passer les différents modules. Il faut compter 70 à 150 000 euros pour après, derrière, pouvoir postuler à des offres d'instructeurs, à des offres de pilotes charter, de l'évacuation sanitaire, du travail aérien, monter vos heures de vol, montrer votre expérience et commencer à postuler en compagnie aérienne. Une fois que vous arrivez en compagnie aérienne, vous êtes généralement copilote. Après, avec l'ancienneté, la seniorité, vous pouvez passer commandant de bord. Des fois, il est possible d'avoir du direct entry commandant de bord et donc de rejoindre directement commandant de bord une compagnie. Ce n'est généralement pas le cas dans les grandes compagnies nationales où c'est la seniorité qui va dicter votre parcours professionnel, mais dans des compagnies plus petites, ça peut être possible. Quelles sont les étapes? La première étape, la toute première licence, et si vous souhaitez commencer l'aviation demain, l'aviation sur avion, vous pouvez passer le LAPL, le Light Aircraft Pilot License. Ça va vous permettre de piloter un avion avec un maximum de 4 places, 2 tonnes. Il va vous falloir au minimum 30 heures de vol et vous allez pouvoir voler avec ça 2 jours. À mon époque, on avait le brevet de base, maintenant c'est le LAPL. Après, vous avez le PPL, le Private Pilot License, la fameuse licence de pilote privé qui est reconnue partout au niveau de l'OACI, qui, juste avec ce PPL, va vous permettre de faire de l'avion 5 tonnes 7, monomoteur à piston. Il vous faut pas moins de 45 heures pour obtenir votre brevet et après, vous pouvez passer des qualifications supplémentaires. Vous pouvez faire du vol de nuit, vous pouvez faire du multimoteur, vous pouvez faire de l'IFR. Bref, les portes sont ouvertes. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme machine tant que vous avez qualification de type, on en parlera, mais vous n'avez pas le droit d'être rémunéré pour le vol. Si vous souhaitez être rémunéré, c'est le CPL, Commercial Pilot License. Là, il vous faut environ 250 heures de vol, et à partir du moment où vous êtes CPL, vous pouvez être rémunéré. Vous avez compris, c'est la base de la base pour pouvoir commencer à postuler et devenir professionnel. Après, on a plein d'autres modules. Dans nos jours, on a par exemple des modules qui vont vous apprendre à récupérer l'avion si l'avion est à haute altitude dans une mauvaise configuration. On a des modules CRM, Crew Resource Management, pour vous apprendre à travailler efficacement en équipe. On a également des modules, forcément, pour faire l'IR, le vol aux instruments, ou encore des modules pour apprendre à faire du multimoteur. Vous avez même des modules comme le JOC qui vont vous apprendre les bases du pilotage d'un avion à réaction. Tout ça avec pour objectif de vous préparer à votre qualification de type. Alors la qualification de type, qu'est-ce que c'est? Si demain vous voulez faire, bon, moi je fais 737 MAX, vous allez devoir faire une QT 737 MAX. Et la manière dont on apprend aux gens dans l'aviation professionnelle, c'est dans un premier temps, ils vont travailler à la maison la théorie, notamment grâce à du computer-based training, à de l'apprentissage en ligne. Ensuite, derrière, ils vont avoir des cours théoriques où il y aura du rythme. Ensuite, derrière, ils vont pouvoir accéder aux entraîneurs de procédure pour pouvoir mémoriser des flows, mémoriser des checklists, que ce soit des checklists normales, mais très rapidement les pannes. Et après, on va pouvoir monter dans les simulateurs qui sont extrêmement réalistes, qui sont des séances généralement de 4 heures. Vous faites 2 heures aux commandes, 2 heures comme pilot monitoring à assister l'autre pilote. Et après, derrière, vous avez, en fonction du type de simu, l'autorisation de faire votre premier vol réel avec des passagers derrière. Personnellement, j'ai découvert tout ce qui est cours en ligne lorsque j'ai fait ma formation sur T45. J'étais jeune pilote aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire le cursus full US. J'ai fait du T34C, après du T45 là-bas, il y avait un reportage très sympa. Et c'est là où j'ai découvert la standardisation extrême qu'apportaient ces cours en ligne. C'est pour ça que je voulais en profiter aujourd'hui pour vous parler de notre partenaire du jour qui n'est autre que Klaxoon, que j'utilisais encore il y a quelques jours lors d'un webinaire avec plusieurs centaines d'élèves. Klaxoon, c'est la première plateforme de collaboration visuelle tout en un qui maximise l'engagement des équipes à tout moment. Elle combine une suite en fait de 9 outils et services de collaboration visuelle et ça permet ainsi de démultiplier l'engagement de tous, que ce soit en réunion ou en dehors. Pour faire simple, ça augmente la productivité et ça favorise un environnement de travail innovant. Ce qui est bien, c'est que ces outils interactifs, ils s'adaptent à tous les besoins de collaboration. Donc c'est pas que de la formation, mais c'est de la réunion, du rituel d'équipe, de la gestion de projet, de l'onboarding, des cérémonies agiles. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans votre quotidien professionnel. Alors comment est-ce que ça marche? C'est très simple, depuis votre téléphone ou depuis un ordinateur, même une tablette, les participants se connectent à Klaxoon et ils peuvent directement participer aux activités que vous avez préparées, que ce soit un tableau blanc, un parcours gamifié, un sondage
sondage, un quiz. Klaxoon doit vous permettre de faciliter l'échange, la prise de décision, l'alignement des équipes. Ça, c'est un gros sujet chez nous, c'est très important. Ça va vous permettre de gagner du temps, d'obtenir des résultats concrets rapidement. Et dans le cas de mon webinaire de la semaine dernière, d'avoir un retour des élèves, car quand vous gérez 250 caméras éteintes, c'est pas toujours évident. Grâce à des intégrations ultra fluides avec des outils reconnus comme Microsoft, comme Google, comme Jira, comme Zapier, ça permet de connecter les équipes, ça stimule leur créativité et ça maximise l'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était lancé en 2015. Désormais, il est dans 120 pays. 7500 organisations sont clientes, avec des grands comptes français, internationaux, mais également des administrations, des équipes IT, des managers, des formateurs. Bref, vous l'aurez compris, Klaxoon s'intègre dans tous les environnements de travail. Ils sont membres alumni de la French Tech. Ils ont été de nombreuses fois récompensés par des prix élogieux, dont 4 CES Innovation Awards. Et ils ont même été Best Partner of the Year de Microsoft. Le 10 décembre dernier, ils ont annoncé qu'ils étaient acquis par Wrike, ce qui va permettre à ces deux entreprises leaders du marché de fusionner. Et l'objectif, c'est de combiner les capacités d'idéation et de management visuel de Klaxoon avec la gestion structurée des tâches de Wrike pour proposer une alliance inégalée aux entreprises. Alors, vous l'aurez compris, l'aviation s'est digitalisée également et notamment autour des formations. Maintenant, quand vous êtes pilote de ligne, vous avez des journées de formation à faire à la maison grâce justement à l'informatique. Mais il existe tout de même une aviation qui est moins réglementée, qui est forcément moins exigeante en termes de standards, et c'est celle de l'aviation de loisirs dont on a eu la chance de parler. LAPL, PPL, vous avez également le monde des ULM. En France, vous avez 6 classes différentes. Attention, il faut que l'aéronef fasse moins de 525 kg s'il a un parachute, sinon 500, 2 personnes maximum à bord, environ 30 heures de vol pour pouvoir devenir pilote ULM, vous ferez pas d'IFR, vous irez pas dans les nuages, vous n'allez pas voler de nuit, vous aurez un théorique particulier, théorique ULM que j'ai repassé récemment parce que j'attaque officiellement aujourd'hui ma formation d'instructeur ULM. Et en termes de budget avec l'ULM, ça va vous coûter 3 à 5 000 euros environ pour avoir votre qualification. À côté de tout ça, on a le vol pur, le planeur, vous décollez, vous êtes déjà en panne moteur. On a les hélicos, on a les ballons. Et en France, on a tout un tissu d'associations. Et il y a forcément une association ou un club à côté de chez vous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer comme pilote de loisirs et basculer, j'en connais certains, même 15 ans après, comme pilote professionnel. Maintenant, je pense que vous maîtrisez un petit peu mieux le parcours pour atteindre la place gauche ou la place droite de votre avion de ligne. Certains ont commencé à bien avant le bac avec l'aviation légère avant de devenir cadet. D'autres n'ont pas eu la chance d'être recrutés comme cadet, n'ont pas eu la chance de faire l'ENAC, ont poursuivi en filière modulaire en se payant, en prenant des prêts leur propre qualification, ont ensuite peut-être fait instructeur, fait du vol charter, fait du largage para avant de pouvoir postuler dans une compagnie régionale et ensuite, pourquoi pas, dans une grande compagnie et du long courrier où une fois que leur seniorité était suffisante, ils ont pu passer à gauche. Des parcours des fois qui prennent 30 ou 35 ans. Et là, bien maintenant, je vais vous parler forcément de la formation militaire. Dans l'armée, on a cette chance d'avoir peut-être la meilleure formation au monde. Pourquoi ? L'armée n'a pas besoin d'être rentable. On peut se permettre de former en mettant énormément de moyens de personnel parce que l'objectif est que le personnel soit le meilleur possible, qu'il gagne l'engagement. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas de points pour les secondes places, comme il disait dans Top Gun. Par contre, on ne recrute pas un pilote. On recrute un militaire, on recrute un membre de l'armée. L'armée de l'air, ce sont des aviateurs. Dans la marine, on est marin. Dans l'armée de terre, ce sont des biffins. Et il est important de comprendre que chaque armée a son état d'esprit, a sa manière d'accomplir la mission, a également ses contraintes associées. Si vous vous engagez dans l'armée de nos jours, il faut avoir conscience que on peut vous demander le sacrifice ultime, mais qu'on peut également vous demander d'ôter des vies. Il ne faut donc pas être attiré que par la partie aéronautique, mais avant tout par la partie servir son pays, servir sa nation, avec toutes les contraintes, notamment en termes de disponibilité, on parle de permissions, qui y sont associées. Il ne faut pas que ce soit une découverte lointaine, une fois de rentrer dans le cursus, parce que sinon, malheureusement, ça fait des personnes qui quittent pendant leur formation, pendant le début de leur cursus, et ce qu'on appelle le taux de rétention qui n'est pas exceptionnel dans les armées de nos jours. C'est pour ça qu'il est important de bien se renseigner, de rencontrer des pilotes d'actifs, de rencontrer des militaires d'actifs, de bien comprendre la réalité du terrain avant de se dire c'est cela que je veux faire. Je peux que vous encourager à vous renseigner, de nos jours c'est très facile. Ensuite, vous avez en fait 2 grands cursus. Je vais me focaliser sur la marine et sur l'armée de l'air et de l'espace. C'est assez symétrique. Mais sachez que vous pouvez également être pilote d'hélicoptère dans la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, ou même dans la gendarmerie. Vous avez les officiers sous contrat, moi ce que j'ai fait, ce qu'on appelle EOPN, élève officier du personnel navigant, ou EOPAN, élève officier pilote de l'aéronautique navale, c'est le cursus que j'ai suivi, ou alors vous faites MATSP, l'école de l'air ou l'école navale. L'OSC, vous allez être
sous contrat en CDD avec l'armée. École de l'air, école navale, vous allez être en CDI avec l'armée. Vous allez avoir une progression en grade qui sera plus rapide et quand il y a des opportunités de passer des qualifications tactiques, vous serez prioritaire car votre cursus opérationnel est normalement plus court. Là où chez un officier sous contrat, vous allez pouvoir faire jusqu'à 25 ans sous les drapeaux avec une vingtaine d'années en unité si vous le souhaitez. J'ai récemment recroisé un copain, il est à 25 années d'unité de combat. Je sais pas comment il fait. En termes de formation, et là c'est très bien fait, il y a énormément de retours d'expérience. Vous allez commencer sur du petit monomoteur à piston et après progresser, passer sur de la turbine avant d'aller sur réacteur. Les cursus ont pas mal changé ces dernières années, il y a eu de l'externalisation également. Si vous êtes dans la marine, vous partirez aux États-Unis faire un pan de votre formation dans l'US Navy. En France, pour le moment, nous n'avons pas fait le choix de rester souverain dans notre capacité de formation des pilotes de combat. À voir si ça évolue avec l'évolution du programme de cursus de formation américain à cause du retrait du T-45 Goshawk. Et si vous êtes dans l'armée de l'air, eh bien vous allez avoir la chance d'aller à Cognac, de faire du PC-21, très bonne machine, et après derrière, eh bien de pouvoir passer directement sur Rafale. Il n'y a plus d'Alpha Jet comme on a pu connaître à une certaine époque. Une fois que vous arrivez en unité, c'est le début si je puis dire. C'est pas parce que vous êtes breveté militaire, et c'est ça la grande différence entre le civil et l'armée. C'est pas parce que vous êtes breveté que vous savez tout faire. Bien au contraire. En gros maintenant, breveté militaire, pilote militaire, vous avez le droit de commencer à apprendre en unité. Et la grande différence avec le monde civil, c'est toute la partie tactique. Donc s'il faut environ 2 à 3 ans pour être breveté, derrière il va vous falloir 3 à 5 ans pour obtenir des bonnes qualifications tactiques, car c'est ça l'aviation militaire, c'est de la tactique, c'est atteindre un objectif avec les moyens qui vous sont donnés, et l'avion est un moyen. Rapidement, le plaisir que vous prenez en vol, c'est plus le plaisir du vol comme on peut l'avoir en aviation légère, c'est le plaisir de l'accomplissement de la mission, le plaisir en fait de la gestion d'un projet. On vous a donné un task, on vous a donné une cible, un target, on vous a donné des menaces et vous allez devoir, à votre échelon, mettre en place une tactique pour gagner à chaque fois. C'est vraiment une formation qui est incroyable, un parcours de carrière qui est incroyable et en plus qui vous donne la chance de servir votre pays. Donc ça permet, si vous voulez mon avis, de cocher toutes les cases. Maintenant, il y a des contraintes qui sont associées, forcément. Mais je voulais vous présenter un petit peu, à ce moment de la rentrée, toutes les grandes possibilités. Si vous êtes intéressé par Klaxoon, on vous met le lien juste en dessous. Si vous voulez en savoir plus sur une carrière dans la marine, on avait créé un e-learning. Pareil, on vous met le lien juste en dessous. Et également un petit e-learning si vous souhaitez vous préparer le plus efficacement possible aux entretiens de sélection. C'est important de se poser les bonnes questions en amont. N'oubliez pas que l'État, les contribuables, vont investir sur votre formation. Ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais pilote de Tucano, élève pilote à l'époque, on m'avait dit n'oublie pas que chaque vol que tu fais est payé par un ouvrier qui sert des boulons. C'est un moyen assez intéressant de se rappeler de l'importance de bien préparer son vol, l'importance de le rentabiliser, l'importance de ne pas laisser filer l'opportunité qu'on a de grandir professionnellement, de gagner en expérience, de devenir un meilleur pilote. Je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas dans votre entreprise. Excellente rentrée et fly safe.